La petite reine. Dans mon village vivait une pauvre jeune femme veuve qu'on appelait la Farlotte, qui était mère d'une petite fille qu'on appelait Georgette. La Farlotte était pauvre, ai-je dit. C'est très pauvre que je devrais dire, car outre que la mort de son mari l'avait laissée sans ressources et chargée de l'entretien d'un enfant, sa chétive santé l'empêchait encore de travailler autant qu'elle l'eût voulu, pour tâcher d'avoir raison de la gêne. Mais si restreints que fussent ses moyens d'existence, on n'avait pas mémoire cependant que la Farlotte eût jamais réclamé l'assistance de personne. Tout au plus lui était-il arrivé d'accepter quelques services qu'on lui avait cordialement offerts, et qu'elle n'aurait pas su refuser, sans paraître affecter une fierté déplacée. Quoi qu'il en fût, tels gens qui allaient par le canton, déguenillés, tendant la main de porte en porte, étaient en réalité moins dénués que la Farlotte, qu'on voyait toujours, ainsi que sa fille, proprement, convenablement vêtue, et qui évitait presque de se plaindre de sa condition, pour qu'on ne pût pas croire qu'elle cherchait à attirer sur elle la pitié. C'est qu'elle était si industrieusement, si laborieusement économe, la Farlotte. C'est qu'elle avait tant d'esprit d'ordre, et surtout c'est qu'elle comprenait si bien que le respect de soi-même doit être la première qualité des pauvres. Aussi, en dépit de son extrême pauvreté, la Farlotte était-elle généralement estimée à l'égal des personnes riches les plus honorables du pays. Et comme chacun jugeait sincèrement digne de sympathie la pauvre femme, chacun en même temps blâmait sévèrement certain vieil avare, oncle maternel de la Farlotte, lequel, possédant de grands biens et vivant seul, n'avait jamais paru s'apercevoir du dénûment de sa nièce. Si des gens se trouvaient pour remonter à ce vilain céredonnier, qu'il ferait œuvre digne d'éloge en s'occupant un peu de la Farlotte, qui était sa plus proche, pour ne pas dire sa seule parente, et n'avait jamais rien fait ni dit qui fût de nature à l'indisposer contre elle. Mon Dieu, répliquait-il, s'autorisant pour rester insensible du fait méritoire qui aurait dû, au contraire, lui inspirer pour sa nièce le plus affectueux intérêt. Elle n'a besoin de rien, et la preuve, c'est qu'elle ne demande rien. D'ailleurs, regardez-la seulement passer, et dites si sa mise est celle d'une nécessiteuse. Ces belles raisons énoncées, l'avare les trouvait, pour sa part, si convaincantes qu'il lui semblait impossible qu'on ne les acceptât pas sans objection. On le laissait donc se renfermer dans son triste égoïsme, et croyant sans doute être agréable à la Farlotte, qui, pensait-on, devait lui en vouloir de sa dureté, on ne manquait pas de le décrier auprès d'elle. Mais alors la Farlotte disait doucement à ceux qui parlaient mal de ce mauvais parent. « Est-ce que mon oncle me doit quelque chose? Non, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi vous étonner qu'il ne me donne rien? Il est riche, il fait de sa richesse l'usage qui lui convient. Cela ne regarde personne que lui. Je n'ai aucun droit de me plaindre. Je ne me plains pas, et vous m'obligerez en ne prenant pas pour moi le souci que j'évite de prendre moi-même. » Ainsi s'exprimait l'honnête, la digne, la patiente, la courageuse femme. Si l'on dit quelquefois avec raison tel maître, tel valet, à plus juste titre doit-on pouvoir dire tels parents, tels enfants. La confirmation de cet adage se trouvait chez la Farlotte. On comprendrait difficilement, en effet, que la fille d'une pareille mère n'eût pas été douée de quelques bonnes qualités. Mais ce n'était pas seulement quelques-unes des bonnes qualités de la Farlotte qu'on retrouvait chez la petite Georgette, c'étaient toutes celles qui peuvent rendre une enfant aimable, charmante, disons plus, disons le grand mot, admirable. Oui, admirable, car son heureux caractère, ses douces manières, et aussi la beauté ne gâterait jamais rien, les grâces de sa personne avaient valu à la petite Georgette une véritable adoration. Pour juger par vous-même s'il en pouvait être autrement, figurez-vous une toute mignonne créature, blonde comme un épi mûr, blanche et rose comme une églantine, regardant avec de grands yeux d'un bleu de bleuet, babillant d'une voix fine et moelleuse comme le gazouillis du ruisseau, vive comme la bergeronnette qui trottine sous les brebis, joyeuse comme l'alouette qui plane en jetant sa chanson dans le ciel pur,
Figurez-vous cet être aussi parfaitement bon, aussi parfaitement doux de cœur que joli de visage, aussi gentil d'esprit que gracieux d'allure et de maintien, n'ayant pour tous que d'avenants propos, que de frais sourires. Regardez-la passer, un jour d'été par exemple, la belle petite Georgette. Vous ne prendrez pas garde, j'en suis sûr, à la très humble simplicité de son costume. Vous ne remarquerez pas qu'elle n'a sur le corps qu'une petite robe d'indienne, pas trop neuve, peut-être même rapiécée, mais en réalité proprette et bien arrangée. Vous ne verrez pas qu'il est en grosse paille du pays, le chapeau qui est posé sur sa tête, ou qui pend derrière ses épaules. Peut-être verrez-vous que ses pieds entrent nus dans ses sabots de hêtre noircis, mais ce sera pour remarquer qu'ils sont nets et clairs, comme les galettes du bord de l'eau. Quant au reste, vous n'aurez pris garde qu'à la ravissante expression de son visage. Si elle vous a parlé, le son de sa voix vous aura causé une douce émotion, et les choses qu'elle vous a dites auront été certainement pour vous autant de témoignages d'un droit et facile caractère. Voyez, regardez, elle trouve sur son chemin la vieille Isabeau, qui s'aide pour marcher d'une béquille et d'un bâton, et qui n'en est pas plus alerte pour cela. Bonjour, mère Isabeau, voulez-vous vous appuyer sur moi pour franchir ce pas? Oui, mettez votre main sur mon épaule. Là, c'est bien. Ne craignez pas, je suis forte. Doucement, mère Isabeau, doucement. Encore un petit élan. Ah, c'est fait. Nous y voilà. Adieu, mère Isabeau. Plus loin, c'est Michel le meunier, un taquin de la pire espèce, qui veut exercer la patience de la petite. Halte là, mademoiselle Georgette. Nous avons besoin d'une meunière au moulin. Il faut venir avec moi. Et il lui barre le passage. C'est que je n'ai guère le temps. Laissez-moi aller, je vous prie, monsieur Michel. Comment? Tu n'as pas le temps. Comment que je te laisse aller? Ah, je voudrais bien voir ça, par exemple. Et vite, sur ma voiture. Une, deux, hop. Il l'a prise par-dessous les bras et posée sur la lourde et poudreuse charrette. Eh bien, en route pour le moulin, fait résolument Georgette, qui s'installe en souriant sur les sacs. Aussitôt, le meunier change de ton. Ainsi tu viendrais tout de même avec moi? Pourquoi pas, monsieur Michel, du moment que ça pourrait vous faire plaisir. Mais ta mère... Oh, explique malicieusement Georgette, vous me ramèneriez bien la voir quelquefois. Allons, je vois que tu es une bonne fille. Je te prendrai seulement un autre jour. Quand vous voudrez, monsieur Michel. Le meunier l'embrasse en la remettant à terre, et il la regarde s'en aller, en branlant la tête d'une certaine façon qui veut dire pas sotte la petite, et surtout pas méchante. Là-bas, c'est un tout jeune enfant qui pleure. Pourquoi? On n'en sait rien. Mais Georgette court à lui parle, lui sourit, cueille une branche dans la haie et la lui présente. Beau, beau, mignon, mignonnet, il ne faut pas crier comme ça. Je vais te chanter la chanson du mois de mai. Dans mon jardin est un rosier qui porte rose au mois de mai. Ah ah, je savais bien que ça guérirait ton chagrin. Voilà l'enfant consolé. Plus loin, Georgette avise une fillette de son âge, qu'elle accoste en lui mettant un bras sur l'épaule, et en penchant sa tête contre sa tête, pour entamer avec elle un de ces grands petits entretiens qui semblent pleins de mystère. Vous savez, on chuchote, on se regarde étonné, et l'on en dit, et l'on en dit, et l'on reprend longuement haleine, presque sans cesser de parler. Mais voici des petits garçons qui jouent aux billes. Prends garde, dit Georgette à sa compagne, à qui elle fait faire un détour. Ne passions pas là, nous dérangerions leur jeu. En voilà d'autres qui se querellent, qui même se prennent au collet. Au risque d'attraper quelques orions, Georgette va bravement se jeter entre eux. Ne vous faites pas de mal, je ne veux pas. L'instant d'après, elle les a rendus les meilleurs amis du monde. Là-bas, des petites filles font une ronde. Elle y court. J'en suis, voulez-vous? Et sa voix, dominant, raccordant toutes les voix, son entrain donnant l'heureux exemple, la ronde a bientôt une toute autre animation. Que sais-je encore? Partout enfin, avec tous, pour tous, elle savait faire preuve de douceur, de bonté, de prévenance, de belle humeur. Tant et si bien, et avec une telle constance, que sa douceur, sa bonté, sa prévenance, sa belle humeur, qui ne s'était jamais démentie une seule fois, qu'on n'avait jamais trouvé en défaut en aucune circonstance, était devenue proverbiale dans le pays.
Pas une mère qui ne désirât avoir un enfant bon comme Georgette, doux comme Georgette, ou prévenant comme Georgette. Pas un enfant, même parmi les meilleurs, qui n'enviât d'être comparé, fût-ce par un seul point, à la petite Georgette. Mais nulle mère cependant qui osât se flatter de posséder jamais une enfant aussi généralement accomplie, nul enfant qui pensât pouvoir devenir jamais semblable à elle. Avec ses charmantes qualités, jointes à ses charmants dehors, la petite Georgette était comme une créature unique, qui devait rester unique, et cela semblait si bien démontré pour tous que, d'une commune voix, on l'avait surnommée la petite reine, c'est-à-dire, au moins était-ce ainsi qu'on l'avait entendue, la plus parfaite, la plus belle des enfants du village, et chose remarquable, qui d'ailleurs prouvait par quel doux moyen elle s'était établie, la royauté de Georgette, qui faisait beaucoup d'envieux, ne semblait cependant faire aucun jaloux. Ce mignon, ce joli nom de petite reine, qui portait avec lui une gracieuse idée de puissance, avait sur les enfants du village le même empire qu'aurait ailleurs le grand et terrible nom de Croque-Mitaine. Si tu n'es pas sage, disait-on au turbulent, à l'insoumis, la petite reine ne voudra pas te parler quand elle passera. Et le turbulent, l'insoumis, poussait rarement l'audace jusqu'à mépriser cet avertissement. Et tu dis bien, remonterait-on à l'écolier négligent, tu feras plaisir à la petite reine. Et l'écolier promettait d'être plus appliqué pour faire plaisir à la petite reine. Si tu es méchant, tu feras pleurer la petite reine, disait-on à l'un. Tu es bon, tu es obéissant, la petite reine t'aimera, disait-on à l'autre. Encore une fois, que sais-je? La petite reine par-ci, la petite reine par-là, toujours la petite reine. En un mot, Georgette exerçait aussi bien sur tous les cœurs que sur tous les yeux une souveraineté d'autant plus remarquable que la pauvre souveraine, à la robe d'indienne rapiécée, aux pieds nus, fille de la pauvre Farlotte, ne pouvait rien devoir de son prestige à l'appareil de la richesse, ni à la haute position de sa famille. Et le règne heureux de la petite reine semblait devoir se prolonger longtemps, bien longtemps. Or donc, par un beau jour, le bruit se répandit dans le village, et Dieu sait s'il y fut bien accueilli, que la Farlotte, et par conséquent la petite reine, sa fille, qui jusque-là avait été pauvre à l'égal des plus pauvres, allait être désormais riche à l'égal des plus riches. Le vieil oncle avare venait de mourir, et comme tous les avares qui ne peuvent supporter l'idée que leur argent bien-aimé doive passer en d'autres mains, il était mort sans faire de testament, en sorte que toute sa fortune revenait de droit à sa nièce. On fut d'autant plus aise de l'heureuse aubaine échue à la Farlotte et à Georgette qu'il ne semblait pas que ce subit enrichissement, qui aurait pu tourner fâcheusement la tête à bien d'autres, dût avoir pour effet de leur inspirer la moindre hauteur. Simples, affables, elles étaient auparavant simples, affables elles parurent vouloir rester. Et de même qu'on avait pu les estimer, les aimer sans prendre garde à leur extrême pauvreté, de même elles parurent ne point prendre garde à leur extrême richesse, pour continuer à mériter d'être estimées, aimées. Il n'eut guère de changé chez elles que le costume, et encore ce changement était-il, vous le comprenez, de ceux qui, rendant plus saillante la charmante beauté de la petite Georgette, devaient ajouter une force nouvelle au prestige dont elle était déjà entourée. Reine déjà quand elle était pauvre, la petite Georgette était donc devenue, en même temps que riche, plus reine encore que jamais, et plus que jamais il y avait lieu de penser qu'elle garderait longtemps, bien longtemps, le beau titre que lui avaient valu les grâces de son cœur et les grâces de sa personne. Pauvre, la Farlotte avait toujours été très sensible aux hommages que chacun rendait à sa fille. Quand elle se vit riche, elle résolut, puisque ses moyens le lui permettaient, de célébrer une sorte de petite, ou plutôt de grande fête, qui serait comme donnée par la petite reine aux enfants du village, qui la reconnaissaient pour telle. La mère et la fille allèrent donc de maison en maison faire les invitations. Il va sans dire que toutes les mères furent flattées de l'honneur fait à leurs enfants par la Farlotte, et que tous les enfants se prirent à attendre, avec une vive impatience, le jour fixé pour la fête de la petite reine. Ce jour était un beau jour d'été, le lieu choisi un beau verger, dont l'herbe avait été fauchée par places
pour pouvoir dresser des tables, et dont les cerisiers, les pruniers, les groseilliers, tout chargés de fruits, devaient fournir le plus frais dessert à la plus friande collation. Le violoneux du pays avait été commandé, qui, juché sur une estrade établie par les mères branches d'un gros arbre, devait faire chanter à son violon toutes les rondes, toutes les chansonnettes enfantines du pays. 5 ou 6 servantes en tablier blanc étaient chargées de tailler, de servir, de verser les sirops, les limonades, de faire circuler des assiettes de dragées, de biscuits. Il y avait des jeux de quilles, des balançoires, des balles, des cordes pour sauter. Dans un coin se tenait une marchande, qui vendait pour rien des poupées, des étuis, des ménages aux petites filles, des fifres, des tambours, des billes, des toupies aux petits garçons. Chaque enfant qui entrait recevait un beau et long ruban, que les petites filles se nouaient en écharpe, que les petits garçons s'attachaient au bras, si bien que quand tous furent entrés, les yeux étaient éblouis de voir courir, voltiger tous ces rubans par le verger. Pauvres et riches, invités sans distinction, étaient jolis à plaisir, mais aucun n'effaçait encore la petite reine, qui n'avait d'autre toilette luxueuse cependant qu'une robe blanche et une ceinture bleue. Mais elle n'éprouvait tant de joie en voyant autour d'elle tant de visages joyeux. Mais elle était si profondément heureuse en songeant à tout le bonheur que tout ce petit monde lui devait, que jamais ses tresses, ses regards n'avaient eu une aussi radieuse animation. D'ailleurs, elle n'avait jamais été plus empressée, plus aimable, plus affectueuse. Et partout l'on entendait répéter « Comme elle est belle, comme elle est bonne, ah, qu'elle est bien nommée, la petite reine, vive la petite reine, le bon Dieu bénisse la petite reine. » Je doute que jamais aucune véritable majesté ait excité autour d'elle autant de franche admiration, de sincère enthousiasme, et ressenti plus vivement le plaisir d'être admirée, acclamée. Georgette était comme enivrée, comme transportée. Elle ne se possédait plus. Elle allait, venait, chantait, dansait, mettait les jeux en train, organisait les rondes, prenait la tête des farandoles, qui au son du violon serpentaient autour des arbres, et courait le long de l'enceinte. On la voyait ici, en un clin d'œil, elle était là-bas. Puis en un clin d'œil, elle était revenue. On l'entendait partout, et toutes les voix faisaient écho à la sienne. Aussi, comme la fête était gaie, comme on s'amusait, comme nombreux déjà les convives semblaient être en plein plus grand nombre, un valet 10. Oh les clairs éclats de rire, oh le sémillant tapage, oh le gentil tumulte, oh le joli fourmillement. L'exemple, l'ardeur au plaisir, donnait de l'entrain aux plus engourdis, de l'agilité aux moins alertes. Il n'y avait pas jusqu'à certaines petites Françoises bossues et bancoches de naissance qui, sautillant sur sa jambe longue, clopant sur sa jambe courte, ne s'évertua pour prendre activement part à l'abattement général. La pauvre infirme, dont nul d'ailleurs ne semblait voir l'infirmité, se trémoussait ravie dans ce grand trémoussement. Le paradis ne lui eût sûrement pas offert de plus entière, de plus délectable joie. On se fût senti pénétré de bonheur, rien qu'à comprendre jusqu'à quel point ce petit être disgracié parvenait à oublier sa disgrâce. Il fallait la voir, par exemple, aux parties de cache-cache ou de tape, se démenant, se hâtant pour n'être pas prise, ou pour saisir les autres quand elle avait été touchée. Elle courait, elle sautait, elle roulait. On eût dit d'une marmite cabriolant sur ses pieds torses, et comme elle riait, comme elle s'écriait. Voici que vers la fin de la journée, et sans doute pour la clore dignement, la petite reine eut l'idée de former une grande queue-leu-leu, qu'elle conduisait elle-même, et dans laquelle ne manqua pas de vouloir prendre place la petite Françoise, qui ne doutait plus de sa prestesse, après les preuves qu'elle pensait en avoir données tout le long du jour. La petite reine, plus animée que jamais, donne le signal. Voilà la bruyante queue-leu-leu qui commence à s'agiter, à courir, à ondoyer, mais presque aussitôt crac, la voilà coupée en deux, et par conséquent désorganisée. La petite Françoise, qui n'a pu être assez ingambe, a bronché, buté, et roulé dans les pieds de 4 ou 5 fillettes, qui s'étalent avec elle. On rit, elle rit, et l'ordre se rétablit, et la queue-leu-leu se remet en mouvement. Mais à peine le branlet-il donné de nouveau,
que de nouveau la petite infirme bronche et culbute sur le gazon, et que la partie qui promettait d'aller si bien est encore interrompue. Et cependant la petite Françoise, qui rit plus fort, se relève, et clopin-clopant, se dispose à revenir prendre sa place. Et cependant on semble attendre en riant qu'elle soit réinstallée au rang. Mais une voix se fait entendre, qui dit d'un ton d'impérieuse mauvaise humeur: « Eh, laissez-la, cette boiteuse, qui ne fait qu'empêcher le jeu. » Le tonnerre tombant tout à coup au milieu de cette foule joyeuse n'eût pas, je vous assure, produit un plus terrifiant effet que ces paroles, qui en tout autre cas, et sorties d'une toute autre bouche, eussent été certainement à peine remarquées, même par la pauvre enfant qu'elle frappait d'une humiliante exclusion. Un triste silence s'établit aussitôt. Tous les yeux exprimant le plus pénible étonnement se fixent sur celle qui vient de parler, et qui semble elle-même saisie d'une véritable stupéfaction, comme si plus qu'aucun autre des assistants, elle était étonnée que de telles paroles lui soient échappées. Mais des sanglots éclatent, et alors chacun suit du regard la pauvre petite infirme, qui, pleurant à chaudes larmes, traînant son pas malingre, gagne l'écart en disant d'une piteuse voix: « Ah, petite reine, est-ce bien toi qui me fais ce chagrin ?» Et sur ces mots, la petite reine de courir à la petite Françoise et de crier, en pleurant elle aussi, comme jamais peut-être elle n'a pleuré: « Oh, pardonne-moi, Françoise, pardonne-moi, je ne savais pas ce que je disais, je n'ai pas voulu le dire, j'étais tout au jeu, je ne réfléchissais pas. » Elle prend dans ses mains les mains de l'infirme, elle les embrasse, elle tombe même à genoux devant elle, en répétant avec un accent de véritable désolation: « Pardonne-moi, Françoise, pardonne-moi. » Touchée par d'aussi vives marques de repentir, la petite Françoise la regarde interdite, ébahie. Mais on vient, on les entoure, on relève Georgette, on lui dit que Françoise ne lui en veut pas. Françoise le lui dit elle-même. On met cet oubli sur le compte du fol entrain, de la joie étourdie. Bientôt Françoise a embrassé Georgette, et Georgette a embrassé Françoise. Elle ne pleure plus ni l'une ni l'autre. Il n'y a plus de rancune chez l'une, l'autre est certaine d'être complètement excusée. Ce qui est passé, dit-on, répète-t-on de toutes parts en se séparant. Il n'en faut plus parler, c'est oublié, c'est fini. Et la fête s'achève, sans que l'événement qui vient de la troubler paraisse laisser aucune impression dans l'esprit de ceux qui en ont été les témoins. C'est oublié, c'est fini, il n'en faut plus parler, avait-on dit, avait-on répété, et très évidemment de la meilleure foi du monde en se séparant. Et pourtant le soir, dans toutes les maisons du village, il n'était bruit que du dernier incident de la fête. Ce qu'on avait oublié, c'étaient les agréables surprises. Ce qui était passé, bien passé, fini, bien fini, c'étaient les joies sans nombre éprouvées. Ce dont on ne parlait guère, c'étaient les friandises, les jouets distribués à profusion. C'était la bonne grâce, l'empressement, la douce et entraînante gaieté de la petite reine pendant la majeure partie de la journée. Mais ce dont on se souvenait fort bien pour en faire l'objet de maints commentaires, pour en tirer d'interminables conséquences, c'était le mouvement de mauvaise humeur de la petite Georgette. À la vérité, on n'abordait guère cette question qu'avec les plus formelles dispositions à l'indulgence. On ne condamnait pas le fait, on semblait seulement s'étonner qu'il pût avoir eu lieu. On n'en concluait pas à la méchanceté de Georgette, on se demandait au contraire comment un cœur aussi bon, aussi généreux, avait pu un seul instant faillir à sa bonté, à sa générosité coutumière. Si même quelques esprits moins charitables, si quelques jaloux, empêchés jusque-là par la sympathie universelle de traduire leur jalousie, voulaient voir dans ce fait la preuve que Georgette n'arrivait à paraître aimable qu'en faisant adroitement violence à un mauvais naturel, qui cette fois s'était révélé malgré elle, aussitôt maintes voix s'élevaient pour réclamer contre cette sévère façon de voir. Georgette enfin se trouvait partout bien plus chaudement défendue, excusée qu'accusée que blâmée. Partout où on le discutait ce malheureux oubli de son charmant, de son adorable caractère, l'on arrivait à reconnaître d'une commune voix qu'au fond la chose ne valait guère qu'on y prit garde, qu'on la discutât. Chacun, en se rangeant sincèrement à cette clémente opinion, semblait se promettre de plus jamais revenir sur une erreur
que Georgette avait d'ailleurs aussitôt racheté, effacé par un franc et prompt mouvement de repentir. Et l'on se séparait en disant encore « Il n'en faut plus parler ». Peut-être même n'en parla-t-on plus en effet, mais on en avait parlé. C'était assez, c'était beaucoup trop, hélas, pour la renommée jusque-là si pure, si belle, si entière de Georgette. De Georgette, entendez-vous bien, et non plus déjà de la petite reine. Car il est à remarquer que du moment où la perfection de son caractère avait pu être mise en cause, on avait instinctivement cessé de donner à la fille de la Farlotte ce gracieux titre qui témoignait de tant de perfection. Et comme l'impression en quelque sorte involontaire du premier jour ne s'effaça que lentement, il arriva qu'à l'époque où l'événement fut réellement oublié, et alors qu'on aurait dû continuer à désigner Georgette par ce joli surnom, l'habitude en était perdue. De l'avis de tous, il y avait encore dans le village une enfant très belle, très bonne, très charitable pour les pauvres gens, qui s'appelait Georgette, mais il n'y avait plus de petite reine. La Farlotte s'étonnait, s'affligeait que l'honneur qu'on faisait à sa fille, au temps où elle était pauvre, lui fût refusé, alors que riche, elle usait le mieux possible de la richesse. Et comme, par tous les moyens, la mère et la fille tâchaient de faire que l'habitude perdue fût reprise et que tous leurs efforts étaient vains. Pourquoi donc n'appelle-t-on plus Majordelle comme on l'appelait auparavant s'avisa de dire un jour la Farlotte, non sans laisser voir un douloureux dépit. Se peut-il qu'on ne lui ait pas encore pardonné cette misère, cette tevétie que chez tout autre enfant, elle n'eût qu'à peine relevée? Vous vous trompez, Farlotte, lui répliqua un vieillard, qui était comme le patriarche du pays, où ses avis jouissaient d'une sentencieuse autorité. Votre fille est pardonnée, bien pardonnée. Mais rappelez-vous bien qu'on a eu quelque chose à lui pardonner, et ne vous étonnez ni ne vous plaignez de ce qui arrive. Oui, sans doute, on lui a fait une grosse affaire d'une vétille qui chez tout autre eût été à peine relevée. Mais pourquoi aussi était-elle la petite reine, c'est-à-dire l'enfant qu'on croyait incapable de rien faire qui pût choquer ou déplaire? Elle s'est oubliée un instant. Ah, tant pis pour elle. Il ne fallait pas qu'elle s'oubliât. Plus on monte, vous le savez, Farlotte, et plus la chute devient facile et dangereuse. C'est pourquoi, quand on est haut, bien haut, il faut surtout songer à se bien tenir. Si les honneurs, j'entends les honneurs véritables, n'étaient pas si malaisés à mériter, il n'y aurait pas tant de plaisir à les obtenir. Mais quand on les a et qu'on veut les conserver, il faut d'autant plus veiller sur soi que ces honneurs sont plus grands. Dans ce monde, rien ne se donne pour rien. Tout est le prix de quelque chose. Extrêmes honneurs, c'est extrême joie, mais c'est aussi extrême vigilance. Heureux, bien heureux, donc, ceux qui peuvent être entièrement vigilants. Ainsi parla le vieillard. Depuis, ah, que de fois j'ai été à même de reconnaître la sagesse de ses paroles.